Bonjour à tous, sur cette partie du cours, on va parler de la structure topologique et dans un deuxième temps, on va parler de l'électronégativité avec Pauling. Ce qu'il faut savoir, la structure topologique, ça va être une simplification de la structure de Lewis développée de manière à pouvoir représenter des plus grandes molécules et puis avoir un peu moins de traits à dessiner sur les dessins des molécules. Donc, de nouveau, c'est une représentation. Ça revient au même si on avait utilisé une structure de Lewis, développée, mais ça va au final simplifier grandement, la représentation d'une molécule, pour bon nombre de molécules, principalement, carbonées. Hem, Par rapport à la structure topologique, on a une grande avancée qui s'est faite avec Friedrich Kekulé. Friedrich, lui, il vient déterminer un certain nombre de choses par rapport au carbone. Donc quand Kekulé, découvre ces différentes choses, on ne connaît pas encore les électrons, ils n'ont pas encore été découverts. Les électrons de valence, ils n'ont pas été découverts encore non plus, mais lui, il se rend compte que le carbone a une valence de 4. Alors maintenant, on peut dire qu'il a 4 électrons de valence, mais la valence de 4, il savait que globalement, le carbone aimait bien faire 4 liaisons. Et puis que le carbone avait aucun problème en termes d'atomes à se lier avec lui-même, ce qui pose plus de problèmes pour la plupart des autres atomes. Bon, la base au final de la chimie organique, donc liée au final à cet élément qu'est le carbone, on va pouvoir dire que Friedrich Kekulé, hein, c'est le père fondateur de ce type de chimie liée au carbone. Le carbone, ben, il donne lieu à cette chimie organique qui regroupe toutes les molécules organiques. Les atomes qu'on a, les atomes principaux dans les molécules, qui sont les molécules organiques, vont être le carbone et l'atome d'hydrogène. Et puis pour ça, on va estimer que, les molécules ont un squelette et ce squelette, ça va être un squelette d'hydrocarbures pour hydrogène et puis carbone. Dans ces structures, on a d'autres atomes qu'on appelle des hétéroatomes qui vont apparaître. Les hétéroatomes principaux vont être l'oxygène, l'azote ou le phosphore. On a encore le soufre, il y a d'autres éléments encore, mais les éléments principaux sont sur la deuxième et troisième période du tableau périodique. Et puis ça, c'est les hétéroatomes. Donc hétéroatomes, on va pouvoir dire, c'est tous les atomes autres que le carbone et l'hydrogène. Maintenant, si on va introduire, ça avec, un remède que les Romains et les Grecs connaissaient depuis l'Antiquité. C'était aussitôt qu'on avait une blessure et qu'on avait mal, on pouvait prendre, l'écorce du saule blond et puis mâcher cette écorce et la douleur, diminuait. Et puis ça, au début, des derniers siècles, ben, c'est quelque chose qui a été repris, qui a été étudié et puis on s'est rendu compte que, dans l'écorce de ce saule blond, si on allait analyser, il y avait une molécule qui avait, cet effet antalgique de diminuer la douleur, c'était l'acide salicylique. Donc le terme salicylique vient, du saule, de l'arbre au final dont est issue l'écorce et puis, pendant longtemps, pour un petit moment, on va donner au final cet acide comme remède directement aux malades. Avant de se rendre compte qu'il y a pas mal de gens qui supportent assez mal, le remède parce que justement c'est trop acide, puis ça crée, trop d'acidité au niveau de l'estomac et on va avoir une modification cette fois chimique de cette molécule naturelle qui va avoir lieu et puis on va transformer cet acide salicylique en acide acétylsalicylique. Cet, acide acétylsalicylique, la plupart d'entre vous, ben, vous l'avez déjà consommé puisque au final, c'est rien d'autre que l'aspirine. Donc on va prendre au final un premier exemple pour sa structure topologique avec l'aspirine. L'aspirine, c'est une molécule organique puisqu'elle contient, du carbone et l'hydrogène et puis c'est les atomes principaux qu'on va avoir sur la structure avec, quelques autres hétéroatomes dessus. Donc si je représente l'acide acétylsalicylique, on va avoir, cette molécule-là, donc on voit qu'on a différents atomes, dessus, principalement du carbone et de l'hydrogène, comme j'ai dit, et de l'oxygène. On a, 4 atomes d'oxygène qui sont présents sur cette structure. Cette structure, en termes de chimie organique, c'est une des structures les plus simples qu'on pourrait avoir sur une molécule organique. On a des molécules largement plus compliquées et là, on voit que si on doit représenter ça, ben,
ça prend quand même du temps à dessiner et puis on voudrait avoir quelque chose de plus simplifié puisqu'on voit qu'il y a énormément de carbone et d'hydrogène. Donc on peut simplifier cette structure. Pour simplifier cette structure, on va pouvoir condenser toutes les liaisons CH. Donc les liaisons CH vont être condensées, donc je vais faire disparaître ici ces liaisons CH. Je vais condenser les liaisons hétéroatomes H et puis on va les mettre. Donc ici, au final, on va voir apparaître un CH3. Ici, ça va être un CH, 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 CH et puis ici OH. Toutes les paires non liantes disparaissent aussi. Et puis là, on va arriver sur un intermédiaire de structure qui est la structure de Lewis simplifiée, où cette fois, on a condensé toutes les liaisons CH ou hétéroatomes H et on a enlevé les paires non liantes sur la structure. On n'est pas à la structure la plus simple, donc celle-là, elle prend déjà moins de temps à dessiner, mais on peut encore aller plus loin sur la structure en venant au final supprimer tous les atomes de carbone, qu'importe qu'ils soient isolés ou qu'ils contiennent un atome d'hydrogène ou plusieurs atomes d'hydrogène crochés à eux. On va plus les représenter en les écrivant, mais par contre, on va garder les angles pour représenter au final la présence d'un carbone. Et puis on arrive à cette fameuse structure topologique. Donc la structure topologique, c'est la même chose que la première structure qu'on a en Lewis développé ou en Lewis simplifié. Ça, à chaque fois, ça représente la même chose, mais par contre, on a un large gain de temps qu'on doit représenter au final une molécule en structure topologique par rapport à une structure de Lewis développée. On a toujours des atomes de carbone, puisqu'au final, à chaque angle, on a un atome de carbone. Ça, c'est important de noter que c'est pas les angles, c'est pas des atomes d'hydrogène, mais c'est bien des atomes de carbone. On va faire le retour en arrière et puis voir après comment on sait combien on a d'atomes d'hydrogène pour chaque carbone sur la structure topologique. Donc maintenant, je vais juste parler un peu de la géométrie. Donc la géométrie, si je représentais, ici on a une molécule qui est l'hexane, qu'on trouve dans l'essence. C'est une molécule hexane. On a le chiffre 6 avec hex, enfin avec hexa, et à l'intérieur, donc on a 6 carbones crochés les uns à la suite des autres, entourés d'atomes d'hydrogène. Si j'ai cette structure ici en Lewis développée, je veux la passer en Lewis simplifiée, je vais avoir CH3, CH2, 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 CH3. Si je viens la mettre en topologique, ça veut dire disparition des CH2, ben je vais avoir un problème puisque je vais avoir une barre qui va être toute droite. Et puis là, c'est impossible de connaître le nombre de carbone ici qu'on a sur cette structure. Résultat, si je veux être plus cohérent par rapport à ce qu'on a vu sur la géométrie moléculaire avec cet ongle tridimensionnel qu'on a 4 domaines électroniques autour d'un atome central, avec un angle à 109,5, je vais devoir mettre au final ces atomes de carbone en quinconce. Donc si je la représentais réellement en 3 dimensions, cette structure, on devrait avoir ça, avec des atomes entrétillés qui rentrent dans l'écran de votre Natel ou de votre ordinateur et puis des traits pleins plus larges qui s'élargissent, qui informent que les atomes au final sortent de l'écran de l'ordinateur ou du Natel et puis sont sur l'extérieur. J'ai pas besoin d'aller autant dans le détail que ça. Si par hasard je viens au final remettre cette structure en 2 dimensions en écrabouillant les atomes qui sont sur l'extérieur et puis ceux qui sont sur l'intérieur dans le plan de l'écran, on aurait à ce moment-là cette structure ici, qui respecte au final la 3 dimensions, mais c'est une 3 dimensions au final qui est aplatie. Et puis cette fois, les atomes de carbone, à la place de les représenter en ligne, on les représente en quinconce. Et puis cette représentation en quinconce, elle va être plus proche de la réalité en termes d'angle, et puis elle va donner au final du sens à la structure topologique. Pourquoi?
Maintenant, si je passe à la structure de Lewis simplifiée, je vais avoir CH3, CH2, CH2, CH3. Si je la mets en structure topologique, à ce moment-là, j'ai mes atomes de carbone en quinconce, je suis capable de les compter sur ma structure. Premier atome, deuxième atome, troisième atome, quatrième atome, cinquième atome, sixième atome de carbone. Donc là, cette fois, on peut les compter, on peut les voir, les atomes de carbone, et puis après, on verra comment on arrive à déterminer le nombre d'hydrogène qu'on a par atome de carbone. Donc maintenant, on va regarder au final comment on passe de la structure topologique à la structure de Lewis développée. Pour ça, on va utiliser une autre molécule qui est la nicotine. La nicotine, si on représente la structure en structure topologique, on a cette molécule ici qui apparaît à l'écran. Et puis maintenant, on va vouloir retourner en arrière et puis passer à une structure de Lewis développée. Donc, on ne change jamais, c'est toujours la même molécule, mais par contre, on va essayer de remettre tous les atomes de carbone et d'hydrogène sur la structure avec les paires non liantes. Première chose qu'on peut venir et faire réapparaître, c'est les atomes de carbone. Donc partout où on a un angle, on s'attend à avoir un atome de carbone qui apparaisse. Donc, ça voulait dire qu'on avait un atome de carbone ici, 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 là, là, là et ici. Donc là, on a des atomes de carbone. Maintenant, on veut savoir le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc pour chacun de ces atomes de carbone, c'est combien de liaisons il est capable déjà de faire. Si on regarde un atome de carbone, il est capable de faire 4 liaisons. Donc au final, il y a les liaisons qu'on est déjà en train de voir sur la structure et puis les liaisons qu'on n'est pas capable de voir. Et les liaisons qu'on n'est pas capable de voir, c'est le nombre d'hydrogène qui manque. Si on regarde ici, cet atome de carbone, il fait déjà 2 liaisons ici, une liaison là, il lui reste une liaison à faire, donc un atome d'hydrogène. Nous on fait 2 ici de liaison, une ici, donc il lui reste une liaison possible, un atome d'hydrogène. On continue, lui il a un atome, celui-là il en a zéro, il fait déjà 2 liaisons ici, une liaison là, plus une liaison là, plus de liaisons possibles pour cet atome-là. Puis si on regarde sur l'autre côté, c'est pour ça qu'il est scellé. L'atome du bas, 0, il a déjà un atome d'hydrogène ici. Cet atome ici, il fait 2 liaisons, donc il lui reste 2 hydrogènes, 2 pour celui-là, 2 pour celui-là, et le dernier ici, il fait qu'une liaison, donc on peut mettre 3 atomes d'hydrogène dessus. Donc là, on est passé à notre structure de Lewis simplifiée. Maintenant, on va étendre les atomes d'hydrogène sur l'extérieur en mettant des liaisons simples et en respectant la géométrie moléculaire. Et on va venir rajouter sur les hétéroatomes, cette fois, donc ici à savoir l'azote. L'azote, on va venir mettre au final ces paires non liantes. Si on regarde l'atome d'azote, normalement on a un N avec une barre et puis 3 points. Cette barre-là, ben, cette paire non liante, il va falloir la rajouter. Donc, pour passer à la structure de Lewis développée, on va allonger les liaisons CH, OH, NH, qu'importe les liaisons qui contiennent un H, et puis on va venir préciser ces paires non liantes sur les hétéroatomes, si par hasard ils en ont. À chaque fois, si par hasard j'avais des liaisons spéciales, comme ici ces liaisons qui sortent ou qui rentrent, qu'importe je sois en structure topologique ou en Lewis développé, on va maintenir ce qu'on a sur la première structure en termes d'information à la structure sur laquelle on veut obtenir à la fin. Donc savoir si on veut passer de Lewis développé à topologique ou inversement. Ce type de liaison, les liaisons ne changent pas. Donc des liaisons au final doubles qu'on aurait sur la topologie, qu'on retrouve ces liaisons doubles sur la Lewis développée. Des liaisons qui rentrent ou qui sortent, on va aussi les retrouver sur la structure. Donc il y a pas de on les perd pas ces types de liaisons, on a exactement la même information. Simplement l'avantage de la structure topologique, c'est de gagner, hem, énormément au final de temps qu'on doit dessiner une structure puisqu'elle est largement moins compliquée, à dessiner. Maintenant, on va parler de 2 types de formules, c'est la les formules brutes et les formules structurelles.
La formule brute, au final, elle va énumérer les différents, éléments, souvent, mis dans un ordre alphabétique avec le nombre qu'on a de chacun de ces éléments. C'est une formule type, brute de décoffrage et puis qui me donne pas, beaucoup d'informations au final sur comment mes atomes sont, arrangés les uns par rapport aux autres. Donc ici, si je prends un exemple d'une formule brute, C2H4O, ça me dit que j'ai 2 atomes de carbone, 4 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Si je demande à une classe de dessiner cette formule-là, généralement, je vais finir avec, 2 dessins différents, éventuellement certaines classes, 3 dessins. Donc on se rend compte que et puis ça va être des formules, de molécules qui vont être totalement, différentes. Et puis on se rend compte que cette formule brute, du coup, elle est pas assez, précise et on doit avoir, recours à un autre type de formule qu'on appelle la formule structurelle, qui va me donner au final une information supplémentaire sur l'agencement des différents, atomes les uns après les autres, en me disant: «Voilà, je commence par mettre ce bloc-là, ensuite c'est ces atomes de carbone qui sont liés et ces atomes de carbone». On va suivre au final, puisque une molécule organique, on a une suite de carbone, on va faire cette suite de carbone en regardant, heu, quel atome de carbone est lié à quels atomes. Donc si je prends l'exemple de cette formule brute de C2H4O, on pourrait, dessiner 3 molécules, différentes sont l'éthanol, l'éthanal et puis l'oxyrane. Première formule, structurelle qu'on voit apparaître en bas, qui est l'éthanol. L'éthanol, on nous dit de dessiner CH2, CHOH. Si je dois dessiner une formule structurelle, au final, on va commencer bloc par bloc. Le premier bloc, si on devait le dessiner, ce serait CH2. Donc j'ai un C lié à 2 H et qui contient encore, 2 électrons, non appariés, 2 électrons célibataires. Donc ici, on a dessiné la première partie, le CH2. Ensuite, on vient dessiner la partie CH. Si je viens dessiner le CH, j'ai un C avec un H et puis j'ai 3 électrons célibataires. En ayant posé ce bloc, je viens faire le maximum de paires liantes que je peux faire avec le premier bloc. Donc ici, on a 2 blocs. On avait le bloc CH2 qui correspond à notre premier bloc et puis ici, on a le bloc CH qui correspond au deuxième bloc. Je vais en faire le maximum de liaisons que je peux faire entre les 2 et ça me fait apparaître une liaison double. Je continue, je peux mettre un troisième bloc. Le troisième bloc, cette fois, ce sera OH. Je viens le mettre en bas. J'ai 2 paires non liantes sur l'oxygène, mais ça, c'est puisque l'oxygène de base, il a 2 points 2 barres. Je rappelle, les 2 barres, on les met du même côté, de l'atome. Elles sont, côte à côte par rapport à la structure qu'on va avoir, d'un point de vue, respect de la géométrie et puis cette fois, je vais pouvoir venir, relier mon bloc 2 et mon bloc 3 et à la fin, sur ma structure, j'ai plus aucun électron célibataire et l'entier de la structure respecte la règle de l'octet. Ici, on le voit apparaître, donc là j'ai dessiné la structure en Lewis développée. Ici, on la voit apparaître en dessous en formule topologique qui est exactement la même représentation de ce qu'on a dessus. Et si on la regarde en 3 dimensions, on a une molécule qui est entièrement plate. Et puis, on voit que les angles qu'on a dessinés ici sur la structure, sur la structure de Lewis, développée sont cohérents avec, au final, la représentation, tridimensionnelle, de la molécule. À part que ici, si on voulait être juste, on devrait au final venir, tourner la molécule à 90° selon, l'axe des X. Si ici j'avais l'éthanal, donc ici la molécule elle est déjà représentée et puis on me demandait de faire l'inverse, ce qui ne va pas vous être demandé en exercice, mais on verrait que on a un premier bloc, CH3, ensuite j'ai un bloc, CO et puis j'ai un dernier hydrogène.
par rapport à ce qui va apparaître et puis on va le voir avec, les différentes, fonctions organiques un peu plus tard. La découpe, elle est légèrement différente par rapport à ce que je viens de faire. La découpe, ça va être la suivante. On va avoir bien un bloc CH3. On va estimer qu'on a un bloc CH et puis un bloc O. OK? Ça change pas grand-chose par rapport à ce qu'on est en train de voir. Simplement par rapport à la représentation et puis l'identification des fonctions organiques, ça pourrait avoir une importance. Ici, sur la partie, DF, c'est pas important. Au final, si on avait noté, comme là, CH3, CHO, ou si on avait noté, l'inverse, on avait noté, CH3, COH. Dernière molécule, l'orxyrane, on me demande de dessiner du CH2 au CH2. J'ai mon CH, j'ai le O. Le O maintenant, si je viens faire une double liaison, ici, je vais avoir un problème puisque j'ai plus d'électrons célibataires pour, lier le dernier CH2. Donc ça va pas être possible et puis on va mettre qu'une liaison simple. Ici, on vient mettre la liaison simple. On vient mettre le dernier CH et puis sur cette molécule-là que peu de gens auraient représentée, au final, on a un cycle qui apparaît et ce cycle est constitué ici de 2 carbones et d'un oxygène. Donc les cycles sont relativement rares sur des molécules, à moins qu'on n'ait pas d'autres possibilités. À ce moment-là, on fait des cycles, mais les cycles restent euh, relativement peu présents sur la plupart des molécules, surtout des cycles à 3. Les cycles courants vont être des cycles à 5 ou à 6. Voilà. Là, par rapport à ça, ben, il y a moyen de faire l'exercice qui est l'exercice 3. Maintenant, les groupes fonctionnels. Sur la partie DF, vous ne les avez pas. Je vais juste rapidement les présenter un peu dans l'ordre en fonction du type d'éléments qu'on peut avoir dans ces groupes fonctionnels. Ces groupes fonctionnels, vous les avez tout au verso de votre tableau périodique. Et puis, au final, si on a des hétéroatomes dans la structure, ça permet d'avoir une représentation de ces différents groupes fonctionnels. Puis vous, sur le tableau périodique, vous les avez sous une forme de représentation topologique. Donc on a plein de groupes fonctionnels et ces groupes fonctionnels, au final, ils permettent d'identifier, au final, comment une molécule, elle est capable d'interagir avec un récepteur, par exemple, comme on l'a vu sous l'histoire de la géométrie moléculaire, et de savoir les propriétés d'une molécule organique. Parce qu'en général, c'est ces groupes fonctionnels qui vont réagir. Donc on a tous les groupes hydrocarbures avec les alcènes qui correspondent à des liaisons doubles. On a des liaisons triples, qu'on appelle des alcynes. Et puis, on a au final les aromatiques avec le cycle benzoïque qui est par exemple un cycle à 6 carbones avec 3 doubles liaisons à l'intérieur. On peut avoir des halogènes. Donc sur une structure, on peut avoir des atomes de fluor, des atomes de chlore, des atomes de brome ou des atomes d'iode sur la structure. Avec l'oxygène, on a différents groupes fonctionnels. Le premier, c'est l'acide carboxylique où on a un C central qui est croché à 2 oxygènes. Un oxygène par une liaison double et puis un autre oxygène par une liaison simple, puisque l'oxygène il est déjà relié à un atome d'hydrogène. On a les alcools où cette fois on a un groupement OH dessus avec différents types d'alcools, primaire, secondaire ou tertiaire, mais à chaque fois on a ce groupe OH. De nouveau, vous n'avez pas besoin de savoir ces groupes, je reprends juste ce qu'il y a sur le tableau périodique. Donc ça, c'est pas à savoir, mais si vous avez ces atomes qui apparaissent sur une molécule,
ben, ça peut être, important au final de se référer à ça pour savoir quel type de groupe on pourrait mettre, histoire d'avoir quelque chose qui soit, cohérent. Heu, Ici, on a, l'aldéhyde où on a un carbone qui est relié à une liaison en double avec l'oxygène et puis un hydrogène. Alors cet hydrogène, d'un point de vue, structure topologique, normalement, on ne devrait pas le représenter, mais dans la littérature, il est souvent représenté, ce qui permet de mieux marquer le fait qu'on ait un aldéhyde. Ensuite, on a la cétone. La cétone, elle ressemble à l'aldéhyde, simplement que on va avoir des carbones qui vont être liés des 2 côtés. Donc à chaque fois qu'on a cette vaguelette, au final, c'est une suite, carbonée qu'on pourra avoir d'un côté ou de l'autre. L'ester, à ne pas confondre avec l'éther qui lie directement 2 carbones entre eux, et puis on a un cycle benzoïque qui contient un groupement alcool dessus qu'on appelle un groupement phénol. Avec l'azote, on a les amines, NH2 pour l'amine primaire, NH pour l'amine secondaire, N tout court pour l'amine tertiaire. Ensuite, vous avez, l'imine qui vient relier un carbone par une liaison double avec le N et puis le N relie en général un autre carbone avec une liaison, simple. Éventuellement, ça peut être ici un atome, d'hydrogène. Voilà, donc là, je suis passé rapidement là-dessus. Il n'y a pas d'importance pour ce groupe, pour, cette partie, pour le cours DF, pour ces différents groupes fonctionnels. Mais par contre, c'est important pour la partie, OS et puis ça peut être juste intéressant, quand vous avez ces hétéroatomes, juste de savoir à quoi ça peut, faire, allusion et quels sont les types de groupes qu'on pourrait mettre. De nouveau, une dernière fois, vous les avez sur le tableau périodique. Si vous êtes un plongeur et que vous êtes sous l'eau et puis que vous croisez un requin, tout à coup, ça va vous faire peur. Bah! Et puis, votre cœur, bah, il va commencer à battre, très vite et puis il va commencer à battre très vite parce que vous avez, une hormone qui a été, libérée dans votre sang. Donc l'hormone, c'est une molécule qui va passer à travers le sang au final pour avoir énormément, d'effets au niveau du corps. Le premier effet, ça va être, de dilater, les vaisseaux sanguins et puis d'avoir une meilleure oxygénation. Ça va vous faire réfléchir assez vite. On a l'impression que sous adrénaline, on va avoir une temporalité au final qui va être largement, allongée. Ça veut dire qu'en 1 minute, on a l'impression qu'il va se passer plein de choses, alors qu'en temps normal, en 1 minute, ou 1 minute de cours de chimie, c'est un peu chiant. Ben, là, en 1 minute, on va avoir le temps de réfléchir à plein de choses. Le cœur, il va battre plus vite, on va avoir plus de pulsations, les vaisseaux sanguins vont se dilater, donc on va avoir énormément d'effets sur plein de types de cellules du corps. Et la seule manière d'avoir, une réponse aussi rapide et aussi immédiate de l'entier du corps, c'est pas par un influx nerveux, ça va être par un influx au final, chimique en passant par une hormone. Et puis l'hormone, je l'ai dit, l'hormone qui va être développée et puis qui va transiter à travers le sang, c'est l'adrénaline. Donc l'adrénaline, on a cette molécule-là. Si on la regarde en structure topologique, on a cette molécule ici qui est représentée avec un double phénol, un alcool sur le haut qui va être secondaire et puis ici une amine secondaire. Donc on s'en fiche, mais c'est ces groupes fonctionnels, puisqu'on a ce phénol, cet alcool secondaire et cette amine secondaire qui va être capable au final, de, d'avoir un effet sur certains récepteurs et puis au final, comme, l'adrénaline, c'est une clé, elle va être capable de débloquer certaines cellules pour certains tissus, pour les vaisseaux sanguins, pour les dilater, pour le cœur, pour de la manière d'améliorer et puis d'augmenter son rythme cardiaque et ainsi de suite. Donc au final, c'est une clé qui peut ouvrir pas mal de serrures au niveau du corps humain, de manière à avoir un effet qui est généralisé sur le corps humain, pour avoir au final, la réponse, souhaitée. C'est-à-dire ici par rapport au requin, ben, d'être capable de partir assez vite et puis, de s'éloigner du danger.
Maintenant, on va parler, d'une dernière partie sur ce chapitre, c'est la polarisation d'une liaison. Donc la polarisation d'une liaison, ça va être de dire que les électrons ne sont pas forcément à la place où ils devraient être. Ils sont plus d'un côté ou de l'autre sur une liaison, par rapport aux atomes qui composent la liaison. On a les liaisons, covalentes apolaires. Là, par définition, on a un partage totalement équitable des électrons. Les 2 atomes voient autant les électrons, ils leur appartiennent, chacun autant. Donc si j'ai une famille recomposée, ça veut dire que, le père et la mère ont chacun, au final, une semaine de manière alternée les enfants, totalement équitable. Maintenant, des fois, on a des partages un peu moins équitables et puis il y a certains atomes qui vont voir plus les électrons que d'autres, parce qu'ils sont plus forts et ils sont capables de plus attirer les électrons à eux et du coup, on va avoir un partage, non équitable. Éventuellement, sur, une semaine entre le père et la mère, il y a un des parents qui a les enfants, 3 jours et puis l'autre parent va les avoir, 4 jours. Donc on a un qui en profite un petit peu plus des électrons qui ont été partagés que l'autre. On aurait le dernier cas, au final, qui va être la liaison ionique, où les électrons sont plus du tout partagés. Il y en a carrément un qui les a récupérés, les électrons, et puis qui ne laisse plus voir au final les électrons à l'autre. L'électronégativité, elle va être importante pour définir ça. C'est un Américain du nom de Pauling qui a développé ce concept-là. Pauling, lui, il vient au final, mesurer la capacité d'un élément sur une liaison chimique à attirer les électrons de la liaison. Donc il y a 2 atomes, il va mettre peu de différence d'électronégativité entre les 2 atomes si, il y en a aucun qui est vraiment plus fort que l'autre et puis par rapport, au fait qu'un peut être largement plus fort, ben, à ce moment-là, il va séparer les chiffres. L'électronégativité de Pauling, lui, c'est basé sur le fluor. Donc le fluor, il lui a donné un nombre et puis il lui a donné à la base un nombre de 4, qui est maintenant 3,98, mais il a dit voilà, le fluor a une force de 4. Tous ceux qui sont moins forts que le fluor, on va mettre un nombre en termes d'électronégativité inférieur à 4. Tous ceux qui sont plus forts que le fluor, on va mettre un nombre supérieur à 4. Le fluor est le plus fort, donc il y a pas un nombre, supérieur à 4 ou maintenant à 3,98. Donc il vient mesurer avec le fluor, au final, à quel point l'atome, il est capable, de céder ses électrons au fluor et puis il va mettre plus ou moins un minimum d'électronégativité à 0,7, qui va correspondre au francium. Donc au début, il l'a pas fait, mais il veut juste avoir des nombres, positifs. Donc au final, lui, il a une échelle qui va de un minimum de 0,7 à un maximum de 3,98. Peut-être qu'une fois, on normalisera cette échelle d'électronégativité en disant que le moins électronégatif des atomes sur le tableau périodique vaudra 0 et puis le maximum vaudra 3,98. Là, en l'occurrence, à l'heure actuelle, celui qui a le moins d'électronégativité, il est à 0,7, c'est le francium, et puis on a le fluor qui est le maximum d'électronégativité qui est de 3,98. Plus l'électronégativité elle est grande, plus l'atome est capable d'attirer à lui des électrons sur une liaison chimique. Ce chiffre, il apparaît sur le tableau périodique. Là, vous avez 2 cases du tableau périodique, l'oxygène et le fluor et le fer qui apparaissent. Et puis, on a pour l'oxygène une électronégativité de 3,44 et puis pour le fer de 1,83. Si on regarde de manière générale sur le tableau périodique, et je mettais ce tableau périodique que vous avez en 3 dimensions, on aurait ça qui apparaît. Donc on se rend compte de 2 choses, c'est que une colonne, sur une colonne, s'il veut bien apparaître, sur une colonne ici, l'électronégativité ne fait que descendre. Et puis au contraire, sur une ligne, elle va faire qu'augmenter. On se rend compte qu'on a ici une exception qui va être le xénon, mais qui est une exception ici, particulière.
Donc ici, on a le xénon. Et le xénon, c'est le seul gaz rare au final qui va avoir une électronégativité. Donc on a un maximum pour le fluor à 3,98 et puis on a un minimum au francium à 0,7. Si on regarde cette électronégativité, on peut dire que l'électronégativité, elle va décroître dans un groupe, donc dans une colonne, plus le Z il augmente. Pourquoi? Plus je descends dans un groupe, plus j'augmente le nombre de couches et mon électron ou les électrons vont être sur une couche qui va être éloignée. Résultat, plus un atome il a un nombre de couches important, plus pour lui ça va être dur de maintenir ses électrons et puis il va être plus capable de les céder. Donc si on regarde, on va avoir ici le groupe, on a lithium, le lithium, le sodium, le potassium et le rubidium. Alors là, on voit que justement entre le lithium et le rubidium, sur ici ce même groupe, on a quelque chose qui va descendre. Si on regarde sur une ligne, ben, sur une ligne, l'électronégativité, elle va augmenter. Pourquoi? On va vers des forts donneurs en électrons, puisqu'ils ont peu d'électrons sur leur couche de valence, à des atomes qui ont envie absolument de compléter leur couche de valence. Donc si elles ont envie de compléter leur couche de valence, c'est des atomes qui sont avares en électrons et qui vont vouloir attirer des électrons à eux. Dernière chose, on a dit que la plupart des gaz rares n'ont pas d'électronégativité, exception avec ce fameux xénon, puisque le xénon il est capable de créer des composés chimiques. Puisqu'il est capable de créer des composés chimiques, on a pu mesurer leur électronégativité. Généralement, ils n'en ont pas, puisqu'ils ont déjà 8 électrons de valence, ils n'ont pas de volonté à gagner ou à perdre des électrons de valence, puisqu'ils respectent déjà la règle de l'octet. Maintenant, polarité d'une liaison électronégativité. On peut mesurer la différence d'électronégativité entre deux atomes entre le plus électronégatif, donc celui qui a le plus grand nombre, moins celui qui a le plus petit. Qu'importe dans quel sens vous faites cette différence d'électronégativité, elle est en valeur absolue, donc elle est de manière positive. De manière à directement avoir un nombre positif, vous faites le plus grand nombre moins le plus petit nombre. Donc c'est pour savoir lequel des 2 atomes est le plus électronégatif entre A et B. Si j'ai une différence d'électronégativité entre 0,0 et 0,4, j'ai une liaison covalente apolaire. Le meuse de la polarité, ça va être 0,0. Tant qu'on est à 0,4, on estime que les électrons ils sont assez partagés au final entre les 2 atomes. Il n'y a pas vraiment un atome qui est plus fort que l'autre. Entre 0,4 et 1,7, on a affaire à des liaisons covalentes polarisées. Donc liaison covalente, partage d'électrons, mais cette fois c'est un partage d'électrons non équitable. Et puis on va avoir notamment là-dedans les liaisons covalentes de coordination. Au-delà d'1,7 et jusqu'à 3,3, 3,3 ça correspond à la différence d'électronégativité entre le francium et puis le fluor. Le fluor il est à 3,98, le francium il est à 0,7. 3,98 moins 0,7, on a 3,28, à savoir 3,3. À ce moment-là, on va estimer que la liaison est ionique. Cette fois, j'ai plus de partage d'électrons entre mes deux atomes, mais il y a un des atomes, qui va être l'anion, qui a récupéré des électrons par rapport au cation. Si ici je représente des molécules, le difluor, je fais la différence d'électronégativité entre les deux, 3,98 moins 3,98, je vais avoir 0,0 de différence d'électronégativité, et à ce moment-là, j'ai une liaison covalente apolaire. Si je prends l'acide fluorhydrique, cette fois j'ai deux non-métaux, donc on s'attend à avoir une liaison covalente. Par contre, si je fais la différence d'électronégativité, j'ai 3,98 moins 2,20, à savoir 1,78.
Cette fois, normalement, par rapport à ce qu'on a vu comme définition avant, on pourrait se dire: «J'ai une liaison ionique, je suis supérieur à 1,7». Et si on dit qu'on est supérieur à 1,7 et que c'est ionique, on pourrait, on va estimer que c'est juste. Par contre, nous, par rapport aux 2 règles qu'on a vues, on va garder la première règle, c'est de dire que non métal, on a une liaison covalente. Donc ici, on a une liaison covalente qui est fortement polarisée et puis ça va être une liaison covalente polarisée. Si on a le fluorure de lithium, cette fois j'ai un métal et un non-métal, différence d'électronégativité 3,98 moins 0,98, on a une différence d'électronégativité de 3, on est largement supérieur à 1,7 et cette fois on a une liaison ionique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en termes de polarisation et de savoir où sont les électrons sur la liaison? Dans le cas du difluor, les deux électrons ils sont pile au milieu de la liaison. Tandis que pour l'acide fluorhydrique, ils sont encore partagés. Ces 2 électrons, entre l'hydrogène et le fluor, mais largement du côté du fluor. Donc on va pouvoir dire que le fluor, il a une tendance négative, représentée par le delta-, et puis l'hydrogène a une tendance positive, représentée par le delta+. Dans le cas du fluorure de lithium, cette fois, le fluor a réellement récupéré un électron, c'est devenu du fluorure, et puis le lithium a perdu son électron, est devenu du Li+. Voilà, schéma d'identification des liaisons, donc ça c'est pas mal d'avoir en tête. Si j'ai 2 métaux, à ce moment-là, j'ai une liaison métallique entre ces 2 métaux. Si j'ai un métal et un non-métal, par définition, j'ai une liaison ionique. Si j'ai 2 non-métaux, j'ai une liaison covalente. Deuxième critère, si ma liaison covalente, elle est supérieure à 1,7, on pourrait dire éventuellement c'est une liaison ionique. Cette flèche, on va la laisser tomber, ou la mettre entre parenthèses. On va estimer qu'on a une liaison ionique uniquement entre un métal et un non-métal. Ces liaisons covalentes, on a pas mal de types différents. Si on a une liaison covalente comprise entre 0,4 et 1,7, à ce moment-là, j'ai une liaison covalente polarisée ou une liaison covalente de coordination. La liaison covalente de coordination, je pourrais l'identifier puisque j'ai présence d'une flèche ou d'une charge négative et une charge positive des deux côtés de la liaison. La liaison covalente polarisée, elle peut être simple s'il y a 2 électrons partagés, double s'il y a 4 électrons partagés, triple s'il y a 6 électrons partagés entre les 2 atomes. Si la liaison covalente entre les 2 atomes a une différence d'électronégativité inférieure à 0,4, à ce moment-là, j'ai une liaison covalente apolaire. Cette liaison covalente apolaire peut être simple avec 2 électrons, double avec 4 électrons, 6 électrons, elle sera triple. Et là, on a l'entier des liaisons intramoléculaires qu'on a vues à travers ce chapitre, à savoir la liaison ionique, la liaison covalente polarisée simple, la liaison covalente polarisée double, la liaison covalente polarisée triple, la liaison covalente de coordination, la liaison covalente apolaire simple, la liaison covalente apolaire double, la liaison covalente apolaire triple. Donc voilà pour le résumé de ce chapitre et des liaisons qu'on a vues à travers ce chapitre.